Avant de venir à ce direct, nous parlions de la possibilité qu'une guerre éclate dans les prochaines, je ne sais pas, 24, 48, peut-être 72 heures, parce que tout le monde fait ce genre de prédiction. Mais en ce qui concerne les drones, nous avons eu hier des exercices navals russes et iraniens, et voici ce qui a été dit sur Fox News à propos de l'utilisation des drones et des capacités actuelles de ces deux pays. Eh bien, bonjour Carly. L'Iran, comme d'habitude, continue de penser qu'il peut s'en tirer, que l'Amérique ne regarde pas. Cette posture belliqueuse, à mon avis, est une grave erreur de la part des Iraniens. L'histoire montre que cela se termine toujours mal pour eux. Entre nous et les Israéliens, nous disposons de beaucoup de renseignements à leur sujet. Ils aiment dissimuler leurs opérations de drones sous couvert d'exercices, tandis que nous faisons voler les nôtres en plein jour. Et je pense que c'est là toute la différence entre un régime qui prétend afficher sa force et une armée véritablement puissante. Ce que nous voyons en ce moment n'est pas une simple manœuvre militaire de routine. C'est une partie d'échec dans les airs. L'Iran repositionne des drones d'attaque sous couvert de ses exercices avec la Russie. Et cela me dit deux choses immédiatement. Premièrement, ils ne veulent toujours pas de transparence. Deuxièmement, ils testent ce positionnement de combat sous le couvert d'une dénégation plausible. Et d'ailleurs, n'oublions pas que c'est exactement ce que la Russie a fait avant de partir en guerre contre l'Ukraine. Ils ont menti au monde, et même à leurs propres soldats, en disant qu'ils menaient des exercices militaires. Puis ils ont franchi la frontière et lancé des opérations. Et regardez, j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec les MQ-1 et les MQ-9 Reaper américains. Quand le MQ-9 Reaper des États-Unis opère dans cette région, nous ne faisons pas de démonstration de force. Nous collectons des informations. Nous cartographions les signatures radar, identifions les nœuds de commandement et de contrôle, observons comment les unités de drones iraniennes se déploient, à quelle vitesse elles se repositionnent, quelle fréquence elles utilisent, comment elles sont intégrées avec les Russes. Le Reaper n'est pas seulement une plateforme de frappe de précision, c'est un centre de capteurs volants. Les États-Unis recueillent des données essentielles avant qu'une crise n'éclate. Mais en réalité, Téhéran doit bien réfléchir avant de tester à nouveau la détermination américaine. Oui, il ne sait pas de quoi il parle. Je veux dire, tu vois, il dit qu'il est analyste du renseignement. Ça montre à quel point il était un mauvais analyste. Parce que premièrement, ces soi-disant exercices navals en cours, c'est la 8e année consécutive qu'ils ont lieu. Maintenant, la Chine était censée y participer, mais je pense qu'en réalité, elle s'est retirée, car elle suit l'Abraham Lincoln avec ses forces navales. Mais ce n'est pas un exercice improvisé ces dernières semaines, en réponse à la pression des États-Unis. Il n'a pas été conçu pour montrer sa force aux Américains. Cette opération est planifiée 18 mois à l'avance. C'est pourquoi je dis que si ce type était vraiment analyste militaire, il devrait le savoir. Mais tu sais, ce n'est qu'un propagandiste aveugle. Regarde, le niveau de sophistication de l'Iran a été démontré il y a presque 14 ans, lorsqu'ils ont abattu un drone de la CIA qui est vraiment devenu une sorte de prototype du Shahed, ce que les Iraniens ont produit. Ils l'ont fait descendre, ont intercepté les communications et ont réussi à en prendre le contrôle pour le faire atterrir, pas le faire s'écraser. Ensuite, ils l'ont reproduit par rétro-ingénierie. Ils ont aussi mis la main sur des MQ-9 Reaper. Donc c'est bien les États-Unis qui jouent avec le feu ici, en pensant que nous avons assez de puissance militaire pour affronter l'Iran sur son propre terrain. Si nous le faisons, nous allons subir des pertes importantes. Il est très probable que si Trump décide d'aller de l'avant, il a parlé, de mener une frappe limitée.
he's talked about, well, we're going to do a limited strike. Iran's made it clear they're not going to judge it limited or massive. L'Iran a été clair. Ils ne vont pas juger l'attaque comme limitée ou massive. S'ils sont frappés, ils riposteront avec tout ce qu'ils ont. Ils feront exploser des bases américaines, tenteront de couler des navires américains et d'abattre des avions américains. Et la Maison-Blanche, d'après ce que j'ai appris par des canaux militaires, a été informée qu'elle envisage la possibilité de 10 000 victimes américaines. Réfléchissez à cela. C'est plus de pertes que nous n'en avons subies en Afghanistan et en Irak sur une période de 20 ans, de l'après 2001 jusqu'en 2021. Donc vous voyez, le coût potentiel ici est astronomique. Et encore une fois, ce soi-disant analyste militaire, tout ce qu'il fait, c'est de la propagande et la promotion d'un récit. Et tu te demandes combien il a été payé. J'ai déjà vu ça avant la guerre d'Irak en 2003, avec certaines des personnes qui s'exprimaient, comme Barry McCaffrey, avec qui auparavant j'avais partagé des repas dans la salle du président, pris le petit déjeuner et le dîner, et que je considérais comme quelqu'un de vraiment bien. Il reste quelqu'un de bien, mais il a fait de la propagande. Il a fait de la propagande pour Fox, pour CNN et pour tout un tas d'autres, en parlant de la guerre d'Irak en termes positifs, et ainsi de suite. Et je sais qu'il a été payé pour ça. Pour moi, c'est impardonnable. Permets-moi de prendre un peu de hauteur. Larry vient de le démolir dans les moindres détails. Mais regardons cela comme si j'étais de retour au département d'État. Regardons cela sous l'angle des relations internationales. Que veut-il dire en tenant de tels propos à propos d'un pays souverain qui ne représente aucune menace pour les États-Unis d'Amérique? Un pays qui n'est menacé que par les États-Unis en raison de sa relation avec Israël. Ce pays est libre de faire ce qu'il veut dans son propre environnement, quand et comme il le souhaite, tant que cela n'a pas d'impact, dans ce cas, sur une opération, disons, et je pousse un peu, que les États-Unis pourraient mener dans la mer d'Arabie, comme la liberté de navigation ou autre. Rien de tout cela n'a lieu. Les coupables, c'est nous. Et pourtant, regardez-le. Il ne fait rien d'autre que de les accuser d'être les coupables. Et alors, c'est comme ce que m'a dit Ahmadinejad à New York quand je lui parlais d'un accord sur les incidents en mer. Mettons les choses au clair, a-t-il dit. Qui a un littoral sur le golfe Persique, 1800 milles nautiques ou plus, et qui n'en a pas du tout. Bingo. Oui, d'accord, nous avons le droit d'être dans les eaux internationales, et le droit de la mer dit ceci, cela et encore autre chose à leur sujet. Mais en même temps, il a marqué un point. C'est leur pays, c'est leur sphère d'influence. Nous sommes là. Que sont-ils censés faire à ce sujet? Et ils savent très bien ce que nous nous préparons à faire. Oui. Larry, Donald Trump a dit qu'il avait donné à la partie iranienne 10 à 15 jours. 10 jours. 10 jours. Qu'est-ce qu'il y a de si important, tu vois, quand on regarde ce dont ils parlent dans les médias traditionnels? Ils disent essentiellement que les États-Unis ont demandé à la partie iranienne de ne pas procéder à l'enrichissement. Mais cela ne semble pas être le cas. Araghchi a donné une interview et il a dit quelque chose de totalement différent. Voici ce qu'il a dit du deuxième cycle de négociations. Eh bien, je pense que les spéculations que tu viens de faire ne sont pas vraies. Nous travaillons ensemble, maintenant. Lesquels? Tous deux ont déclaré qu'ils n'avaient proposé aucune suspension et que la partie américaine n'avait pas demandé un enrichissement nul. Laissez-moi vous arrêter là. Laissez-moi vous arrêter là, parce que d'après ce qui a été rapporté, donc je veux simplement, pour les personnes qui regardent l'émission et qui ont lu cela, que ce soit clair. Votre position, c'est que les États-Unis n'ont pas demandé une suspension permanente de l'enrichissement. C'est bien ce que vous me dites?
permanent suspension of enrichment. Is that what you're telling me? Et oui, ce dont nous maintenant, c'est de la manière de garantir que le programme nucléaire de l'Iran, y compris l'enrichissement, soit pacifique et le reste pour toujours. Comment relierais-tu cela? Parce que c'est incroyable. Tu sais, ils n'en ont pas parlé, mais ils en demandent davantage dans les médias traditionnels. Non, nous ne leur demandons pas seulement d'ignorer l'enrichissement de l'uranium sur le sol iranien, mais nous demandons aussi autre chose, en ce qui concerne les missiles balistiques, le soutien au Hamas, au Hezbollah, aux Yéménites, et tout cela. Ouais, eh bien écoutez, si Donald Trump était réellement aux commandes, s'il était le véritable décideur, je pense qu'il accepterait probablement cet accord. Mais prenons un peu de recul et regardons à quel point ce processus est une farce. Les principaux négociateurs de Trump sont Steve Witkoff et Jared Kushner, son gendre. Ils étaient à Genève mardi dernier. Comment ça s'est passé? Ces types étaient comme un équipage dans un sous-marin, partageant la même couchette, d'accord? L'un se couche et dort, puis l'autre prend sa place et dort à son tour. Parce que font-ils? D'abord, il y a Witkoff et Kushner avec les Russes et les Ukrainiens. Bla 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 bla. Oh, excusez-nous, nous devons aller dans l'autre pièce. Alors, ils courent dans une autre salle, et au lieu de parler aux Iraniens, ils discutent avec un type venu d'Oman. Et ils disent, d'accord, dites aux Iraniens que nous pensons X, Y et Z, et nous reviendrons pour entendre la réponse. Puis ils courent dans l'autre pièce, et avec les Russes et les Ukrainiens, c'est du genre, on ne peut pas tous s'entendre. Oh, attendez, on a une réponse. Qui fait ça? C'est une blague. Ce ne sont pas des gens sérieux. Et au final, les Iraniens et les Américains ne se parlaient même pas directement. Tant qu'on n'aura pas ça, il n'y aura pas de véritable négociation. Tout cela, c'est du n'importe quoi. Et il faut arrêter de faire semblant que ça a du sens. Parce qu'en réalité, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'ils avaient une sorte d'accord, où Witkoff a dit « D'accord, oui, nous vous permettrons de poursuivre quelques négociations minimales sur l'enrichissement. » Il revient à Washington et dit « Hey patron, voilà l'accord qu'on a obtenu. » Et là, tout le groupe sioniste commence à lui botter les fesses. Ensuite, on entend « Oh, eh bien, peu importe. Ce n'est pas ce qu'on voulait dire. » J'ai dit « C'est, et maintenant ils essayent de faire croire qu'il s'agit de négocier la fin du programme nucléaire iranien. Comment peut-on mettre fin à un programme qui, selon Trump, a déjà été anéanti? On ne peut pas mettre fin à ce qui est déjà détruit. Le manque de logique et de cohérence là-dedans est énorme. C'est pourquoi je dis que tout cela n'est que du théâtre. Cela n'a absolument aucune signification. La seule chose qui guide Trump là-dedans, c'est « puis-je les attaquer et leur infliger les dégâts que je veux sans que cela ne tue mon administration ?» C'est le seul enjeu. Quelle serait la réponse à cet appel? Je suis entièrement d'accord avec Larry. Élever Jared Kushner au rang d'envoyé spécial était tout simplement risible. Je comprends maintenant qu'ils réfléchissent sérieusement à la question de savoir s'ils devraient le faire, car un envoyé spécial doit comparaître devant le Congrès et être interrogé, au moins un peu, sur ses qualifications et sur ce qu'il compte faire, ce genre de choses. Du moins, c'est ce qui est censé se passer. C'est la pratique et la coutume. Cela ne fait pas de lui un diplomate. On ne se contente pas de dire un peu de poussière magique, un peu de poussière magique. Et Larry a tout à fait raison. J'ai été stupéfait quand Netanyahou énumérait ses points et regardait dans le couloir, je ne sais pas ce qu'il regardait, des fiches ou autre chose. Et puis il en est venu à celui sur le Hamas, le Hezbollah et toutes les organisations terroristes, en disant qu'elles devaient être éliminées. Ça fait partie de l'accord, tu sais. Les 4 choses qu'il a énumérées et qui devaient en faire partie.
Et je me dis, attends une minute, tu as dit qu'ils avaient été détruits. Tu as dit que tu les avais complètement détruits. Le Hezbollah et le Hamas, tu travailles encore sur le Hamas, ça je peux le voir. Tu sais combien de personnes ils ont tuées depuis le cessez-le-feu? Je veux dire, rien que d'après les chiffres de Haaretz, 200 personnes tuées depuis le début du cessez-le-feu. Double ça, triple ça, probablement. Mais c'est pas un cessez-le-feu. Il fait toujours exactement ce qu'il faisait avant, et il a intensifié ça en Cisjordanie. Ces gens sont des menteurs finis, sans aucun doute. Des diplomates, laisse-moi rire. Et je pense que les Iraniens ont fini par le comprendre. Donc je ne crois pas qu'ils croient un mot de ce qu'ils entendent, à part que les bombes vont tomber. Comment Donald Trump peut-il, s'il déclenche une guerre contre l'Iran, vouloir une guerre rapide? Je ne vois tout simplement pas Donald Trump avoir la patience de soutenir un conflit long et interminable. Comment est-ce possible, Larry? Qui va le convaincre que ce sera une guerre rapide et qu'il en tirera quelque chose? Il suffit de regarder l'histoire. La seule fois, ou presque, où nous avons eu quelque chose que j'appellerais à peu près rapide, et ce n'était même pas vraiment une guerre, c'est lorsque nous avons décidé de procéder à un changement de régime au Panama et de nous débarrasser de Manuel Noriega. Nous avons lancé une opération militaire, pris le contrôle de l'aéroport de Tocumen, l'aéroport international, et effectué un parachutage. J'oublie si c'était la 101e ou la 82e. C'était la 82e. Mais nous avions alors l'avantage. Nous avions encore une présence américaine à Quarry Heights. Le Southcom y était toujours basé. Nous avions aussi une présence à Colonne. Et même dans ces conditions, il nous a fallu plusieurs jours pour mettre la main sur Noriega. En dehors de cela, toutes les soi-disant guerres rapides que nous avons menées se sont transformées en affaires prolongées. Et vous savez, l'invasion de l'Irak en 2003 en est le meilleur exemple. Nous avons commencé en mars et soi-disant, mission accomplie en mai. Et puis, des années plus tard, nous combattions encore une insurrection. Nous ne contrôlions toujours pas le pays. Cette vision excessivement optimiste, et mon Dieu, c'est typique de l'armée de l'air, depuis l'époque où elle était le corps aérien de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale avec la 8e Air Force, selon laquelle ils pensaient pouvoir toujours gagner une guerre depuis les airs. Il suffisait de larguer assez de bombes et de provoquer assez de dévastation, et mon Dieu, le peuple se rendrait. En réalité, nous avons eu, si l'on peut dire, une expérience de laboratoire à Gaza. Regardez ce que les Israéliens ont fait à Gaza. Une zone de 5 000 de large et 25 000 de long, assez confinée. Ils ont littéralement réduit l'endroit en cendres au cours des 2 dernières années. Et pourtant, ils ne le contrôlent toujours pas. Je veux dire, les Israéliens avaient l'avantage d'une armée de 300 000 hommes affrontant un groupe d'insurgés de 30 000 à 40 000 combattants retranchés sous terre. Donc, cette illusion que nous avons, selon laquelle nous allons lancer toutes ces frappes aériennes, on oublie qu'il y a l'Iran qui a son mot à dire, mais aussi désormais la Chine et la Russie. Et nous voyons la Chine et la Russie coopérer avec l'Iran à un niveau et à une échelle jamais vus auparavant. Notons qu'au 29 janvier, à la suite de cette révolution de couleur avortée, l'Iran a signé un accord de sécurité trilatéral avec la Russie et la Chine. Cela s'ajoute à l'accord bilatéral que l'Iran et la Russie ont signé il y a 1 an et à celui que l'Iran et la Chine ont conclu il y a environ 3 ans. Ils ont donc intensifié leur coopération. On a vu la Chine déployer son radar le plus avancé, capable de détecter des avions furtifs à 300 000 des frontières iraniennes. On a vu les systèmes de défense aérienne russes, S-300, S-400, déployés et intégrés à ce système radar chinois. Et, il y a seulement 2 semaines,
la Russie a fourni à l'Iran plusieurs hélicoptères d'attaque. Maintenant, pourquoi ferait-il cela? Eh bien, on a appris que, soi-disant, des membres du SAS britannique auraient été infiltrés en Iran dans le but de mener et de favoriser une insurrection. Et encore une fois, cette obsession pour les forces d'opération spéciales est tout simplement idiote, parce que je suis sûr que, comme le colonel Wilkerson s'en souvient, pendant la première guerre du Golfe, les Britanniques avaient envoyé une unité chargée de retrouver des Scuds. Ils ont écrit un livre à ce sujet intitulé Bravo 2-0. C'est l'histoire de la façon dont la plupart de ces Britanniques sont morts d'exposition ou ont été tués par les Irakiens. 2 ou 3 d'entre eux ont survécu. Mais l'idée de déployer des forces d'opération spéciales sur le terrain en Iran ignore le fait qu'un être humain ne peut transporter qu'une quantité limitée de munitions, de nourriture et d'eau. Et quand on manœuvre dans les montagnes d'Iran, ça vous épuise complètement. Donc, comme je l'ai dit, ce monde fantaisiste dans lequel vivent les planificateurs militaires américains, ils vont avoir un réveil brutal s'ils décident d'aller de l'avant avec une attaque contre l'Iran. Ouais, je ne sais pas. Juste pour ajouter à ça, je ne sais pas ce que ces types ont en tête, parce que quand j'étais au PACOM, le commandement du Pacifique à l'époque, et que nous étions le fournisseur de force pour cette petite chose appelée le commandement central, nous faisions des plans majeurs pour combattre les Soviétiques en Iran, parce qu'on pensait qu'ils étaient en Afghanistan. Ils ont toujours convoité un port en eau chaude à l'extrémité sud du golfe Persique. Donc il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'ils allaient descendre par l'Iran et essayer de faire ça. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent en Afghanistan, à part les affaires politiques avec le président? Alors nous avons commencé à planifier. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand on arrive dans les monts Zagros, tu sais, Nima, quand on atteint ce terrain qui a presque tué Alexandre le Grand, en fait, je viens des monts Zagros. Là, on a un vrai problème, un problème sérieux. Nous ne voyons pas comment faire passer des colonnes blindées là-dedans sans qu'elles subissent de lourdes pertes, parce qu'il suffit de faire un Hannibal, se placer sur les bords du col et détruire les chars. C'est un terrain difficile. Je sais que la technologie a progressé et tout, mais c'est un terrain difficile, et je ne pense pas que ces types mesurent à quel point ce serait ardu. Mais cela me dit que Larry a raison. Il compte sur la puissance aérienne. Il mise là-dessus. Il ne pense pas à envoyer qui que ce soit sur le terrain, à part quelques sas britanniques stupides pour pouvoir avoir leur part de l'action. C'est à peu près tout ce que la Grande-Bretagne a. Oui, ils ne vont pas mettre de troupes au sol. Ils sont assez intelligents pour ne pas faire ça. Ils ne vont pas non plus déployer de blindés. Ils ne vont rien mettre sur le terrain. Ils vont compter sur les bombes et les missiles. Point final. Et je suis désolé, comme Larry l'a dit, ça ne suffira pas. Alors, que faites-vous quand vous arrivez au bout de cette dépense de milliards de dollars et qu'un ou 2 bâtiments sont peut-être coulés par les Iraniens dans la mer d'Arabie du Nord, ce qui mettra une liste de victimes à la une, au-dessus de la pliure, à droite, du New York Times, quelque chose que les Américains n'ont jamais vu de leur vie. Que ferez-vous à ce moment-là? Où en est donc votre présidence? Eh bien, laissez-moi souligner, vous savez, Nima, l'une des choses qui se passe, c'est que vous avez des hauts responsables au sein du département de la Défense, de la CIA et de la Maison-Blanche qui croient qu'il existe une opposition écrasante à l'ayatollah, à la République islamique. Et sur quoi cela se base-t-il? Eh bien, des enquêtes ont été menées, des sondages réalisés en Iran par un groupe appelé GAMAN, G-A-M-A-N. Je suppose que c'est ainsi que ça se prononce. Ils sont basés aux Pays-Bas et travaillent en tandem avec une entreprise qui fournit un VPN, Visaphone ou quelque chose comme ça, basé à Ottawa. Alors j'ai commencé à me renseigner. Je veux dire,
Ils ont ces résultats, ils ont fait ces sondages, c'est fait sur Internet, donc ils sont convaincus d'avoir obtenu de très bons résultats. 80%. 80% des Iraniens détestent les mollahs et ont hâte de s'en débarrasser. 80%. Alors j'ai examiné la source de financement. Bon sang, NED, le National Endowment for Democracy, et l'USAID. Tiens donc, allez comprendre. La famille Proloby. Oui. Maintenant, prenons cela point par point et regardons l'Université du Maryland, qui a mené des sondages en utilisant la méthode traditionnelle des enquêtes téléphoniques. Les gens de Gammon disent « Oh, on ne peut pas s'y fier, parce que le régime iranien est tellement autoritaire que les gens ne diront certainement pas la vérité. » Mais les sondages du Maryland montrent exactement le contraire. Moins de 20% affirment que les mollahs doivent partir. Eh bien, les responsables politiques américains se sont emparés des résultats financés par le gouvernement des États-Unis pour justifier leur perception. Et pourtant, je pense, et je te renvoie la question puisque tu peux parler de ton expérience personnelle, que nous oublions ce qui s'est passé aux États-Unis lorsque nous avons été attaqués le 11 septembre. Et sans entrer dans la question de savoir si la CIA était impliquée ou non, l'effet a été de rassembler démocrates, républicains et indépendants dans une forme d'unité, parce que nous avions été attaqués de l'extérieur. Eh bien, permettez-moi de suggérer que cette guerre de 12 jours en juin dernier a eu le même effet en Iran. Parce que, vous savez, comme vous et moi en avons parlé avec le professeur Morandi, vous n'avez vraiment aucun souvenir. Vous êtes trop jeune. Vous n'avez aucun souvenir de la guerre Iran-Irak. Cette guerre a effectivement suscité un certain nationalisme en Iran. Mais depuis la fin de cette guerre, il n'y a pas eu un seul événement qui ait galvanisé le public iranien jusqu'au 13 juin 2025. Et tout à coup, pour la première fois, voici l'Iran attaqué, des actes de guerre par Israël et les États-Unis, sans raison, sans justification. Et cela, en fait, a uni l'Iran d'une manière qui ne l'avait pas été depuis, disons, 30 ans.